Yossi Charbit, vous pouvez ouvrir votre micro. Shalom à tout le monde. Je voudrais présenter le thème qui m'a été attribué, mais je voudrais vous avertir que je vais défier un petit peu quelques terminologies qui ont été employées ici. Je pense que nous avons affaire à une historiographie très tendancieuse dans le monde académique, et cette tendance-là fait oublier beaucoup d'événements dans l'histoire du sionisme. Et c'est pourquoi, cette fois-ci, j'ai décidé d'appeler mon sujet comme étant le Yishuv Sepharad, le socle du peuplement d'Eretz Israël au XIXe siècle. Et ça ne commence pas au XIXe siècle, ça commence déjà au XIe siècle. Et Rabbi Yehuda Halevi, poète et penseur, l'auteur du Hakuzari, prône pour le retour d'Israël et l'espérance du monde, comme le disait Avraham Livni. Dans son livre Hakuzari, il veut dire que le retour en Eretz Israël, en fin de compte, c'est la solution à toutes les difficultés que nous rencontrons en exil. Et il parle d'une armée, à créer une armée. D'ailleurs, il a été assassiné à Jérusalem, et c'est pourquoi on l'appelle Kadosh. Rabbi Moshe ben Maimon, au XIIe siècle, monte sur le mont du Temple, et le voici d'ailleurs. Ce sont de très belles statues de ces deux personnages. Rabbi Moshe ben Maimon, lui, va monter sur le mont du Temple afin d'affirmer la souveraineté d'Israël. Rabbi Moshe ben Nachmanide, lui, va créer une nouvelle synagogue. Il va être le symbole de la consolation d'Israël. Et pourtant, malgré toutes ces ruines, cette terre est merveilleusement bonne, que celui qui nous a permis de voir Jérusalem en sa ruine nous permet de la voir dans sa reconstruction et sa restauration, lorsque la gloire de la Shekhinah y reviendra. Je lui fais savoir que je suis monté sur le mont des Oliviers, qui fait face au mont du Temple, et on est tout proche. Entre eux se trouve simplement la vallée de Yoshaphat, et là, face au Temple, j'ai lu ses poèmes, secoués de larmes, comme il avait prédit. Rabbi Shtori Apari, lui, vient en 1320 en Eretz Israël. Il écrit un livre qui sera la genèse de la recherche d'Eretz Israël pour le peuplement d'Eretz Israël. Ce que je viens de signaler maintenant, ce sont je dirais, des sources du sionisme contemporain, des sources inévitables. Et le lendemain de l'expulsion des Juifs d'Espagne, nous allons voir une diaspora séfarade qui va vent d'Est et vent d'Ouest. Je fais la paraphrase du livre de Perlmuck. Eh bien, la diaspora séfarade et du Portugal vont partir vers l'Est, essentiellement centrés vers Eretz Israël, et d'autre part, des Maranes, dont Christophe Colomb, vont partir plutôt vers l'Ouest, vers l'Occident. Eh bien, ce sont deux identités, une identité secrète, qui est celle des Maranes. J'aime pas tellement le mot Marane parce que c'est un mot très vicieux, très méchant. C'est Marane veut dire port, et d'autre part, je préfère dire Anous, et d'autre part, des milliers de personnes vont partir, près de 200 000 personnes vont quitter vers l'Empire ottoman, l'Afrique du Nord, l'Italie et Eretz Israël, bien sûr. Eh bien, à partir du XVIe siècle, quelque chose de très, très particulier va se faire. C'est, pour ainsi dire, l'ère d'une résurrection de la résurrection d'une entité étatique en Eretz Israël au XVIe siècle. Non pas au XIXe, mais bien au XVIe siècle. Nous allons voir, en arrivant en Eretz Israël, quelques personnages qui vont faire tout pour renforcer une entité étatique en Eretz Israël.
il s'agit de l'idée messianique normative. Je parle de Avraham Castro qui construit la muraille de Jérusalem. Je parle de la trilogie des noms Yitzhak Abarvanel, Migdol Yeshuot, Yeshuot Meshicho, Marianea Yeshua et Matzmiach Yeshua, qui lui parle de la Géoula et spirituelle et terrestre. Je parle de Don Agratia Mendez et Don Yosef Nassi qui vont œuvrer pour le peuplement de Tibériade. Je parle du Rabbi Yaakov Berav qui lui va renouveler la Sanhédrin, la cour suprême d'Eretz Israël. Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch qui va renouveler la codification nationale. Tout cela pour vous dire que le XVIe siècle est un siècle clé pour comprendre le sionisme contemporain. Et c'est certainement et essentiellement des Juifs venant de la péninsule ibérique. Eh bien, d'ailleurs, il y avait d'autres personnages, comme par exemple le Rav David Areouveni. David Areouveni et Rabbi Shlomo Molcho, qui eux, on prenait pour la conquête d'Eretz Israël. En 1525, ils parlent et avec le pape et avec le roi du Portugal afin de conquérir la terre d'Israël des Ottomans. Rabbi David Ben Zimra, qui était le maître du Hari Akadosh, le Rav Yitzhak Luria Ashkenazi, qui est né à Jérusalem, qui lui forme la genèse la genèse de la Kabbalah lourienne, eh bien, Rabbi David Ben Zimra, le maître du Hari Akadosh, et Rabbi Chaim Vital, l'élève, le disciple de Hari Akadosh, vont dire que le dôme du rocher est le lieu du Kodesh HaKodashim. Et c'est pourquoi, comme vous le voyez ici, ils n'ont pas affaire seulement à des dimensions spirituelles, comme on essaye de le dire à tout bout de champ. Ils sont essentiellement, ils font la synthèse entre le spirituel et le terrestre et le concret. Hamagen, Rabbi Moshe Galanti, était le premier grand rabbin d'Eretz Israël, le Rishon LeZion. Il y avait dans la vieille ville les 4 synagogues séfarades dans lesquelles on intronisait le Rishon LeZion. Du Rishon LeZion, le Rav Avraham Gagid, au Rav Yaakov Shaul Eliashar, Issa Bracha, du XVIIe siècle au XIXe siècle. Tout ce que je viens de dire ici, c'est que depuis le XVIe siècle, passant par le XVIIe, XVIIIe et aboutissant au XIXe, nous avons ici affaire à une agglomération, à un yishuv safaradi en majorité, près de 10 000 personnes venant de la péninsule ibérique. Et c'était une démographie spectaculaire. 10 000 personnes aujourd'hui, Baruch Hashem, on est près de 8 millions en Eretz, et on a l'habitude, et on croit que 10 000 personnes, c'est vraiment une démographie relativement basse, mais non, il s'agit de quelque chose de vraiment de dramatique, parce qu'en 1840, jusqu'en 1840, la démographie va baisser de 10 000 à 6 000 et 6 000 à 10 000 à nouveau en 1840, pour vous dire que en Eretz Israël, il y a peu de monde, mais c'est énormément de monde pour les proportions de jadis. L'historien Moshe David Gaon, qui est le père d'ailleurs de Yehoram Gaon, le fameux chanteur Yehoram Gaon, lui, c'était un grand historien. Il va parler de la contribution singulière du Yishuv Safarad à la création de l'État d'Israël. Et justement, et effectivement, le Rav Chaim Ben Attar, le grand émissaire rabbinique d'Eretz Israël, le Rav Yosef Chaim David Azoulay, eh bien, ce sont deux personnages du XVIIIe siècle qui vont précéder les deux grands personnages qui, eux, sont les pères du sionisme en terre d'islam au XVIIIe et XIXe siècle. Un sionisme viscéral, car correspond-il à l'idée messianique normative, qui est la résurrection d'une entité étatique en Eretz Israël. Je parle essentiellement de la dimension politique. Eh bien, à partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XXe siècle, de grands personnages séfarades
de part et d'autre, vont contribuer au rétablissement du Yishuv juif en Eretz Israël. Et tous ces personnages-là sont inspirés de du messianisme normatif sur lequel je viens de souligner la prépondérance politique de cette idée messianique. Et non pas une idée mystique, mais une idée tout à fait concrète et terrestre et qui touche à toutes les dimensions de la vie juive. Eh bien, la famille Ayash, le Rav Yehuda Ayash, qui arrive en Eretz Israël et devient le grand rabbin de la Yeshiva, le Rosh Yeshivat Knesset Israël, qu'avait créé, fondé le Rav Chaim Ben Attar, et plus tard, son fils deviendra le primat de Sion, le Rishon LeZion, le Rav Yaakov Moshe Ayash. Et il sera aussi à la tête de la Yeshiva de Knesset Israël. J'ai écrit beaucoup sur ce personnage dans mes ouvrages. C'est un homme vraiment qui pose des fondements très importants pour ce que deviendra plus tard l'État d'Israël. Moïse Montefiore, qui lui est un juif séfarade, provenant d'Italie, passant par l'Angleterre, lui va agir énormément. Pendant 7 fois, à 7 reprises, il va venir en Eretz Israël, il va être animé par cette conception messianique normative et il va agir de façon spectaculaire et dans le monde juif et aussi essentiellement en Eretz Israël. Il a vécu jusqu'à l'âge de 101 ans. C'est un homme qui a beaucoup de mérite. Le Rav David Ben Shimon, le Tzouf de Vache, lui va construire dans le Tzouf de Vache, vous voyez ici, le Rav David Ben Shimon, c'est la tombe du Rav David Ben Shimon. Eh bien, le Rav David Ben Shimon va être le premier qui va être à l'origine il vient de l'Afrique du Nord, il vient du Maroc. Il va construire dans la cité, dans le quartier musulman en vieille ville de Jérusalem, les Beit HaMa'arvim, c'est-à-dire la maison des Maghrébins. Et plus tard, il va construire le deuxième quartier en dehors des murailles, Machane Israël. Pour ainsi dire, c'est le premier quartier car Moshe Montefiore ne vivait pas en Eretz, mais celui qui a vraiment vécu en Eretz, et c'était le premier qui a fait en sorte qu'on sorte des murailles de la vieille ville. Adolphe Crémieux, lui aussi un homme séfaradi, qui était originaire de Crémieux, de la ville de Crémieux. C'est un homme qui va être à l'origine de la fondation de l'école agricole Mikvé Israël, que nous voyons ici. Eh bien, cet homme-là, qui était essentiellement un homme qu'on a l'habitude de nous rappeler comme étant l'homme qui a avancé l'émancipation des Juifs d'Algérie et des Juifs de France et renforcé l'émancipation française juive en France, eh bien, c'était un grand sioniste. Il s'appelait Yitzhak, et comme notre ancêtre Yitzhak, il méritait ce nom-là. C'était un homme qui avait énormément d'amour pour Eretz Israël. Et c'est vrai que l'école agricole Mikvé Israël n'a pas vraiment quelque chose de sioniste à la base, mais si nous approfondissons l'idée messianique normative, eh bien, il est évident que c'est vrai, certes, il voulait œuvrer pour la productivisation en Eretz Israël et dans le bassin méditerranéen, mais indirectement, ils ont contribué par la fondation de cette école-là à ce qui deviendra plus tard les moshavot et les agglomérations, je ne dirais pas implantation, c'est un terme péjoratif, je ne dirais pas colonie, c'est un terme faussé, je dirais plutôt une agglomération, je dirais plutôt un yishuv, je dirais plutôt une agglomération et une moshava. Le Yaakov et Chaim Valero, que vous voyez ici, Yaakov et Chaim Valero était un grand banquier qui a énormément contribué à la construction des moshavot et des yishuvim en Eretz Israël. C'est peut-être le premier banquier
bien avant Lavantine, qui était lui le banquier de Banque Leumi de jadis, Banque Afek, le Rav Eliyahu Mani, Rachamim Franco et Rav Chizkiyahu Medini, que vous voyez ici, ont énormément œuvré pour le peuplement de Chevron, qui était une ville très très ancienne, et ils ont inséré au sein de cette ville des composantes de modernité et dans l'éducation et dans la construction de maisons. Le consul Chaim Amzalag, lui aussi du Maroc, il était consul britannique. Eh bien, c'est un homme aussi très important. Il va être responsable de l'achat des terres de Petar Tikva et de Rishon LeZion. Et encore une fois, nous voyons ici comment les Juifs séfarades, depuis déjà le XVIe siècle, qui était un ancien yishuv très, très ancien, très antique en Eretz Israël, eh bien ce yishuv-là n'avait pas de cet état d'esprit dichotomique entre le spirituel et le terrestre et le concret. Bien au contraire, il vivait le tout de façon très, très, très harmonieuse. Eh bien, ce fameux Chaim Amzalag et Yosef Bein Avon, qui lui était responsable du chemin de fer de Jaffa à Jérusalem, et surtout Avraham Moyal de Jaffa, qui était lui le délégué de l'Alliance. Il y a quelque chose là qui me... J'arrive pas bien. Il y a quelque chose qui claque, qui cache, qui m'embête là. Bon, Avraham Moyal était le délégué de l'Alliance et de Chovevet Zion et du baron de Rothschild. C'est un personnage très important, le voici. Malheureusement, il est décédé à un âge très bas. Il avait 35 ans. Il a certainement été mort du tétanos. Bien sûr, la famille, maintenant nous aboutissons à la famille Shlouch et la famille Abo. Les voici, la famille Abo, la voici, et la famille Shlouch, le Rav Aaron Shlouch et Eliyahu Yosef Shlouch, vraiment deux personnages formidables, très très importants quand nous parlons du Yishuv séfarade étant le socle du Yishuv sioniste qui viendra plus tard. Eh bien, ils étaient à part entière sionistes, mais ils ne font pas partie de cette élite de l'Europe de l'Est. Ils vont par contre être très très associés à l'œuvre du peuplement d'Eret Israël. La famille Shlouch va s'occuper du littoral d'Eret Israël, de Jaffa, de Neve Tzedek à Gaza, même jusqu'à la vallée d'Israël. Et ils ont même, avec Shenkin, ils ont presque construit l'université hébraïque à Jérusalem, à côté du mont du Temple. Mais en fin de compte, la Première Guerre mondiale a éclaté et malheureusement, la chose ne s'est pas faite. Mais plus tard, en 1925, va être construite l'université sur le mont Scopus. La famille Abo, elle était responsable de l'achat des terres de Méron, Rosh Pina, Yesod HaMa'ala, Mishmar HaYarden, sur lesquels seront fondés les Moshavot de la Aliyah, ce qu'on appelle la Aliyah Rishona. Je remets en question cette appellation-là comme étant Aliyah Rishona. Je crois que c'est un petit peu de toupet de l'historiographie sioniste de parler d'une Aliyah Rishona, d'une première Aliyah qui commence en 1882, quand énormément d'aliyot ont bien précédé à cet événement. Je ne viens pas minimiser certainement l'importance de cette première aliyah, mais ce n'est pas la première aliyah. La famille Abo, qui était épaulée par l'émir Abdelkader, ont, eux, fait un travail immense en tant que rabbin de Tzfat, en tant que de consul de France en Galilée. Ils étaient responsables de la protection consulaire du consulat français, et j'en ai écrit beaucoup d'articles et de livres sur cet épisode extraordinaire, plein d'importance et plein d'éclat. Je voulais quand même dire un tout petit mot
sur le Rav Yehuda Alevi Meragoza, qui était l'élève du Rav Yehuda Bibas et de Marco Yosef Baruch. Ce sont deux personnages qui méritent une conférence en soi. Ils étaient les pères du sionisme en terre d'islam. On a appelé Marco Yosef Baruch le Herzl de l'Empire ottoman et de la Bulgarie. Je terminerai mon petit exposé sur lequel je ne peux pas trop m'étendre, mais je voulais vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Eh bien, le Rav Yaakov Meir, il deviendra plus tard le grand rabbin séfarade d'Eret Israël. Il va sortir en tant qu'émissaire rabbinique de la communauté séfarade en Eret Israël, en mission spéciale à Alger, afin d'empêcher l'arrêt de réception d'émissaires rabbiniques de Shadarim en Algérie. À un moment donné, les Juifs d'Algérie ont demandé à stopper l'arrivée des émissaires rabbiniques pour des raisons malheureusement de francisation. Mais par contre, il y a une histoire extraordinaire du chauffard du Rav Chaim Béliard de Tlemcen. Et il avait sonné du fameux chauffard en 1897, disant à haute voix devant la mosquée de Tlemcen que le mont du Temple n'appartient pas aux Arabes, mais il appartient au peuple d'Israël, car, vous le voyez ici sur la photo, il y avait ici ce qu'on appelle le Waqf Abou Median. Le Waqf Abou Median était une propriété musulmane sur le mont du Temple, à côté de la porte des Maghrébins. Eh bien, c'était le Waqf maghrébin de Tlemcen qui donnait l'impression, qui a été renouvelé en 1890 par les Arabes de Tlemcen, et le Rav Chaim Béliard va dire, comme je viens de le dire, à la mosquée aux Arabes, que le mont du Temple, certes, il y a la mosquée d'Al-Aqsa, certes, il y a le dôme du rocher, certes, il y a le Waqf Abou Midian, mais ça ne veut pas dire que le mont du Temple n'appartient pas au peuple d'Israël, bien au contraire. Ce fameux chauffard va arriver au Rav David Cohen Scali, que vous voyez ici, qui va donner cela à son gendre, le Rav David Ibn Khalifa, de Entebouchen, qui va arriver à un des congrès sionistes à Jérusalem. Il va le donner au grand rabbin de Jérusalem, le Rav Eliyahu Pardes, qui va en fin de compte donner au Rav Shlomo Goren. Ce chauffard-là va être caché dans la maison du Rav David Cohen, le beau-père du Rav Shlomo Goren. Et celui-ci, quand la Jeep du Rav Goren va être complètement brûlée à Gaza, il va demander à son adjoint, il va demander à son personnel d'aller chercher le chauffard du Rav Chaim Béliard. Et tous les grands spécialistes de chauffarot viennent dire à haute voix que c'est un chauffard marocain, c'est un chauffard nord-africain. Et le Rav Goren a sonné du chauffard avec lequel le Rav Béliard avait sonné devant la mosquée de Tlemcen. Il va dire la chose suivante: dans 70 ans, on sonnera de ce chauffard sur le mont du Temple. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. En 1897, le Rav Béliard avait dit ça, et en 1967, le Rav Goren avait sonné de ce chauffard. Pourquoi je vous raconte cette anecdote, je dirais plus qu'une anecdote, quelque chose de vraiment extraordinaire? C'est parce que il y avait justement une suite dans les idées. Depuis Rabbi Yehuda Halevi jusqu'à la guerre des 6 jours, il y a certainement une optique qui mérite d'être plus étudiée, plus approfondie, et selon laquelle le Yishuv séfarade est le socle du peuplement nouveau au XIXe siècle et au XXe siècle. Yosef Shervit, un grand merci pour votre intervention.